Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du Bitcoin, on verra Ether, 4 cryptos également que vous demandez d'analyser. J'ai noté Sui, Sei, Tao et Render. On répondra à une question sur le côté trading qu'on m'a posé et qui concerne pas mal de gens, donc je vais y répondre publiquement. Et on fera une analyse également du marché US. Alors, le Bitcoin, je commence, on est toujours dans cette phase de latéralisation au niveau de notre poke, et ouais, comme les derniers jours, je vais vous dire un peu la même chose, on est dans une zone qui est compliquée à trader, puisque classique, moi je préfère me positionner sur les extrémités d'un range, pas au niveau du milieu de range. Maintenant, pour le moment, ce poke, on le tient, c'est-à-dire qu'on évolue au-dessus, il fait office de support, et on reste dans une trend qui est haussière sur du court terme ici, avec des creux de plus en plus haut. On le voit bien que on a une dynamique qui est haussière. Maintenant, on voit que on a un affaiblissement de cette dynamique, on a une perte de momentum. Je peux le voir pour différents points. Déjà, d'un point de vue impulsion haussière, on voit que les impulsions sont beaucoup plus faibles, d'accord? On le voit à ce niveau-là. Si je mets un MACD, un indicateur, alors pas ça, si je mets un MACD, un indicateur de momentum, on va le voir, ça va être traduit par une divergence baissière, qui est à ce niveau-là, qui nous montre tout simplement que sur l'indicateur, on fait un sommet plus bas que le précédent, alors que là sur le cours, on voit bien qu'on fait un sommet plus haut. Donc on a tout simplement une divergence qui est baissière, ça nous témoigne un ralentissement de la pression acheteuse, un ralentissement du flux acheteur. Ça veut pas spécialement dire qu'on va se retourner, mais ça nous indique comme quoi, attention, on a un ralentissement de la tendance. Ici, c'est dommage, si on avait ce genre de setup sur une extrémité haute, j'aurais pris un short de mon côté, parce que on a ici une pattern qui est en cours, qui est assez bearish, je vais rentrer en détail juste après. Si on fait exactement la même structure sur cette zone-là, je rentre en short de mon côté parce qu'on serait sur une extrémité haute avec une perte de momentum du côté des acheteurs et en plus une pattern, on attend la clôture H4, mais une pattern qui est assez bearish, comme je dis, je vais rentrer en détail après. Si on avait fait ça plus haut, j'aurais pris un short. Maintenant, la zone de localisation, elle est pas spécialement pertinente, ou alors faut chercher une entrée ici pour avoir un stop juste au-dessus, mais ça c'est une pattern qui est bearish. Surtout les patterns comme ça en H4, en daily, c'est des patterns en général qui sont assez puissantes. Quand on a ici une phase de consolidation à ce niveau-là, on le voit bien, on est dans un plus petit range, je peux passer en 1 heure s'il le faut, mais on voit qu'on est dans un range, d'accord. On accumule de la liquidité au-dessus. La liquidité, ça va être tout simplement des stop loss qui sont en attente d'être exécutés, donc des gens qui mettent leur stop loss au-dessus ici de ces précédents sommets, donc c'est principalement ça. Et quand on a un marché comme ça qui pousse, on le voit bien avec cette mèche, on a une tentative de cassure, on a une tentative de break qui est poussée par les acheteurs, bien sûr, le prix monte parce que la demande est supérieure à l'offre, parce qu'on a une pression acheteuse, donc on a ici une tentative qui est soldée par un échec. À partir du moment où on prend les stops ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes un shorter, comme ça, hop, vous mettez votre stop loss à un niveau. À partir du moment où vous vendez et vous êtes shorter, pour clôturer votre position, vous passez acheteur. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à comprendre cette notion, mais quand là, imaginez-vous, vous achetez du Bitcoin en spot. Voilà, vous êtes sur Binance, Coinbase, vous achetez du Bitcoin. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite quand vous allez clôturer votre position? Eh bien, vous allez vendre. Donc automatiquement, après avoir acheté, vous devenez un vendeur. Eh bien, quand vous shortez, c'est exactement la même chose. Après avoir shorté, eh ben vous passez acheteur. Vous passez acheteur au moment où vous clôturez votre position, que ça soit via un TP, que ça soit via un stop loss, que vous faites liquider plus haut, peu importe, vous passez acheteur. Donc quand on a comme ça des stop loss au-dessus d'un niveau clé et qu'on y va, on déclenche des SL. Donc on a tout simplement des buy market, on a des achats de position, des stop loss qui se font enclencher, du coup on a des traders qui rachètent leur position, et ça c'est une pression qui est censée être haussière. Ce qu'on peut avoir, ce qu'on dit un short squeeze, c'est-à-dire qu'on déclenche tellement de stops que le marché monte. Pourquoi? Parce qu'on clôture énormément de positions, on a des buy market qui ici poussent le prix vers le haut. Sauf que ici on voit qu'on a une mèche et on est en train de clôturer dans le rouge, ce qui veut dire que cette pression acheteuse qui a été réalisée par des clôtures de position de short, donc des buy market, elle a été absorbée. Elle a été absorbée par quoi? Automatiquement par des vendeurs. Parce que quand il y a un acheteur, automatiquement en face il y a un vendeur. Donc quand on a des stop loss qui s'enclenchent, en face il faut une contrepartie. Or la contrepartie elle peut être plus haute. Si elle est plus haute, eh ben on va monter jusqu'à aller chercher cette contrepartie. Si elle est à ce niveau-là, eh ben l'absorption va se faire à ce niveau-là. Et là on est dans le cas d'une absorption. Et ça c'est une pattern que j'aime bien, que je vous ai très souvent parlé. Quand on a comme ça tentative de break par le haut, échec, prise de liquidité, et en plus limite on fait un ravalement baissier. C'est-à-dire qu'on ravale les précédentes bougies. Ça c'est une pattern comme je dis j'aime bien. On l'avait fait de mémoire pas mal de fois pendant ce range là. On le voit bien ici. Vous voyez, c'est exactement ce genre de pattern qu'on a là. C'est-à-dire
tentative de break par le haut, échec, prise de liquidité, réintégration et on fait un ravalement. On a le cas qui est ici, on a le cas, je sais plus où je l'avais vu, on a un petit cas qui est également ici, vous voyez, prise de liquidité au-dessus de ces deux mèches. Et ça, c'est des patterns que moi, j'aime bien parce que ça témoigne tout simplement qu'on a une réaction vendeuse. Souvent, on me pose la question, oui, Nico, t'aimes bien localiser tes zones et tu parles souvent de réaction vendeuse. Ça, c'est typique d'une réaction vendeuse. C'est-à-dire qu'on a tout simplement des vendeurs qui se manifestent, des acheteurs qui ont poussé, qui ont échoué. Réaction vendeuse, ça peut être ça peut être un ravalement, que ce soit un ravalement haussier, que ce soit un ravalement baissier, ça peut être une structure de retournement, comme on a ici, pattern en W, ça peut être une épaule tête-épaule, voilà, il y a plusieurs manières d'avoir une réaction acheteuse. Ça peut être tout simplement une prise de liquidité, c'est-à-dire que là en daily, vous voyez, on vient chercher sous ce creux-là, on a directement une mèche qui nous montre comme quoi on a des acheteurs qui se manifestent. Il y a plein de manières d'avoir une réaction acheteuse. Maintenant, comme je l'ai dit, pour moi, j'aurais pu prendre un short au vu de la configuration, mais j'aurais aimé qu'on soit plus haut. J'aurais eu une meilleure invalidation. Parce que là, du coup, ça me fait pas trader l'intérieur de ce range-là, mais ça me fait trader, ça me fait anticiper le retournement de cette tendance. C'est-à-dire que là, si je prends un short, je me dis, ok, c'est que la tendance se retourne. Alors, c'est peut-être le cas, mais personnellement, c'est pas dans mon plan. Donc, peut-être que le marché va faire ça, hein, et je ne vais pas être dedans, et c'est comme ça. Le but, c'est pas de prédire, hein, je peux pas l'anticiper. C'est juste, j'ai un plan, je le respecte, et actuellement, mon plan, c'est de chercher des shorts à ce niveau-là, des longues à ce niveau-là. Si on y va, tant mieux. Si on n'y va pas, et ben pour le moment, je ne préfère pas trader. Je parle vraiment sur du swing. Après, voilà, sur du court terme, je peux avoir ici des setups de continuation de tendance, qu'on a comme ça des pullbacks dans le tunnel 15 minutes. Mais là, je parle vraiment d'un point de vue swing trading pour le moment. Ce que je souhaite trader sur le Bitcoin, c'est les extrémités de ce range-là. Même si là, oui, il peut y avoir un short qui se prend au vu de la réaction qu'on a. Maintenant, toujours avec un risque qui va être bien maîtrisé, parce qu'on peut très bien ici poser un bottom dans le tunnel 15 minutes et repartir, hein, parce que pour le moment, c'est pas cette pattern qui nous dit que la tendance est inversée. On a une pattern qui est bearish ici, maintenant, la trend, pour le moment, reste haussière. Pour inverser cette trend, soit on a ici une structure de retournement, soit on vient break le précédent creux, du coup on aura une inversion de notre dynamique. Mais pour le moment, la trend, elle est haussière. Mais ouais, comme je l'ai dit, on a ici une pattern qui est plutôt bearish. Voilà de mon côté sur le BTC. Maintenant, si on retrace, hop, on peut mettre ici un Fibo. On a des zones intéressantes à surveiller. Bon, déjà, on a tout ce cafouillage. J'ai envie de dire qu'il y a une confluence de gros niveaux, là, entre un chiffre en psycho des 84 000 $, entre le tunnel 4 heures, le tunnel 1 heure, le poke. Bon, là, ça, c'est un gros niveau. Si on le perd, déjà, on inverserait notre dynamique. Pour moi, c'est pour revenir chercher 0,118, hein. Globalement, 79 000, 80 000 $. Ça peut être une bonne zone. De toute façon, c'est globalement cette zone-là qui m'intéresse. Après, j'affine en fonction de ce que le marché va me proposer, les réactions acheteuses, les patterns de retournement, et j'en passe. Ce que je veux voir, c'est en tout cas une réaction acheteuse à l'intérieur de ce niveau-là. Comme on a eu une réaction acheteuse ici, comme on a eu une réaction acheteuse à ce niveau-là. Pour le moment, ici, on est un peu dans une zone morte. Et je préfère pas trader pour trader. Voilà de mon côté sur le Bitcoin, je voulais répondre à une question qui m'a été posée en message privé, mais c'est une question qui revient, je dirais pas non plus assez souvent, mais on me la pose quand même de temps en temps. On me pose souvent la question, oui Nicolas, tu me conseilles de commencer avec un capital de combien en trading? Tu me conseilles de commencer avec un capital de combien? Et des fois on me dit, oui, est-ce que 1 000 $ ça suffit? 10 000, 50 000, qu'est-ce que je fais? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu débutes, et même peu importe, on parle jamais en capital, et on parle jamais en montant en dollars. Si tu le vois, je parle toujours en pourcentage. Parce que le capital et la performance, ça veut absolument rien dire. Alors, je dévie un peu du sujet de base, je vais quand même répondre à la question de base. Ton capital de base, quand tu commences, on s'en fout. Parce que il y a de grandes chances que tu fasses des erreurs, et vaut mieux faire des erreurs avec un petit capital qu'avec un gros capital. Alors c'est sûr, c'est moins sexy de trader avec 500 $, avec 1 000 $, qu'avec un compte à 10 000, 50 000, 100 000 $. Pourquoi? Parce que si tu risques 1% sur 1 000 $, ça veut dire que si tu te fais SL, tu perds 10 $, et si tu prends un TP avec un risk reward de 2 pour 1, tu vas gagner 20 $. C'est sûr, c'est pas sexy, on n'est pas dans le loup de Wall Street, et tu vas pas t'acheter une Lambo avec ça. Bienvenue ici dans le vrai monde du trading. Ça veut dire, vaut mieux commencer avec un vrai petit capital, que commencer à flamber en disant que tu vas mettre 10 000, 100 000 $, sauf que quand tu vas te faire SL, tu vas tellement perdre que ça va trop t'impacter psychologiquement parlant, et au final, tu vas cramer ton compte. Surtout, comme je dis, si tu commences, tu risques de faire des erreurs, et j'en suis sûr, donc vaut mieux commencer avec un petit capital. Apprends, teste, fais tes erreurs, backtest ta stratégie, améliore-la, et comme ça, au moins, ensuite, quand tu traderas avec un plus gros capital, t'éviteras potentiellement de cramer ton compte. Parce que oui, si tu commences, c'est possible que tu crames également ton compte. Maintenant,
Et un point très important, si tu commences avec un petit capital, c'est pour te comporter comme si que tu avais un gros capital. C'est pas j'ai un capital de 1000 $ et je fais n'importe quoi, je prends 10% de risque par trade, je m'en fous vu que c'est une petite somme, peu importe. Non, tu trades avec 1000 $ mais tu te comportes comme si tu avais 100 000 $. Parce que sinon, si t'as pas cette approche qui est très professionnelle à ce niveau-là, et ben lorsque tu vas trader avec un gros capital, bah tu vas faire les erreurs que tu faisais avec le petit capital. Donc non, quand tu trades avec 1000 $, tu trades comme si tu avais 100 000 $. Mais au moins, tu as pas la pression et tu as pas les pertes qui sont associées ici avec le montant des 100 000 $. Donc déjà, ça c'est un premier point que je vais absolument faire comprendre, c'est que commence avec un petit capital. Oui, les gains, c'est pas sexy, et oui, les gains sont proportionnels à ton capital. Plus tu auras un gros capital, plus tu auras des gains importants, mais plus tu auras également des pertes importantes. Donc ton capital, si tu commences, il doit être toujours très petit. 500 $, 100 $, bref, peu importe, ça c'est en fonction de chacun. Pour certains, 500 $, ça va être beaucoup, pour d'autres, absolument pas. Donc ça dépend de chacun. Maintenant, au niveau du choix de ton capital, comme je dis, ça dépend de ta situation, ça dépend de tes investissements à côté. Moi, je te recommande toujours d'avoir un capital de trading qui va être inférieur à ton capital d'investissement. Alors, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est moi. Après, ça dépend de chacun. Et si tu trades, je te conseille d'investir d'un autre côté, parce que ça arrive de faire des mois en perte, ça arrive d'avoir des phases qui sont compliquées, et tes investissements, quand ils vont compenser tes pertes, et ben ça va te soulager et ça va être beaucoup plus simple de repartir, de sortir d'une période de drawdown et de t'en sortir quand tu sais que t'as perdu de l'argent en trading, mais de l'autre côté, en investissement, ça a compensé, d'accord? Donc avoir un capital 100% trading, pour moi, c'est une erreur. On peut avoir un capital 100% investissement et ne pas faire de trading, ça c'est possible en fonction du choix de chacun, du kiff de chacun, du temps à allouer et j'en passe. Par contre, si tu trades, je te conseille d'avoir un capital investissement, sinon ça va être très compliqué à gérer, et surtout, je te rappelle que quand tu trades, tu échanges ton temps contre de l'argent. Quand tu fais de l'investissement long terme, tu n'échanges pas ton temps contre de l'argent. Donc c'est vraiment deux sources de revenus qui sont totalement différentes. Mais ça, voilà, c'est un point important. Quand tu as un capital, commence avec un petit capital et comporte-toi comme si tu en avais un gros. Crois-moi, ça va vraiment te servir sur le long terme. Je sais que c'est pas facile, je sais que ça fait pas rêver, mais crois-moi, comme je dis, ça va faire la différence. Voilà, de mon côté sur le Bitcoin, j'ai pas grand chose à ajouter de ce côté-là. Au niveau d'Ether, qui est toujours dans cette phase de consolidation, avec un 1 heure qui est plat, un 15 minutes qui est plat, globalement il est dans un range, ça ne change pas. Il est ici sur son extrémité haute, lui comparé à BTC qui est au milieu du range. Donc bien entendu, un classique trading de range. On peut mettre un volume profile si vous avez du mal, hein. Vous prenez le début du range, la fin, et voilà, on voit parfaitement la value array high, une zone où on va chercher plutôt des shorts, le poke, une zone qui va faire office de support quand on évolue au-dessus, et office de résistance quand on évolue en dessous, qui est un premier TP partiel intéressant ici pour avoir un TP1, et ensuite notre value array à low qui est l'extrémité basse où en général on peut ici avoir un TP2. Après, chacun a sa manière de faire quand on trade un range. Certains vont clôturer l'entièreté leur trade sur l'extrémité opposée, d'autres vont garder un petit pourcentage au cas où on a un break pour profiter d'un mouvement et d'une continuation. Ça veut dire que globalement, quelqu'un va TP soit 50% ici et 50% ici, soit 33 et 33 plus bas. Alors là, c'est des stats que je mets. Après, certains vont préférer faire 25 ici, 75 ici, 25, 75 ou 25, 50, 25. Ça, c'est en fonction de chacun. Mais voilà, chacun a sa manière de fonctionner. Dans tous les cas, sur Ether, plutôt une zone ici, on va chercher des shorts. Si on commence à perdre le 1 heure, le 15 minutes, et qu'on commence à s'installer sous les 1600, pour moi, la prochaine zone ici, sur du court terme, c'est le poke, le point of control. Maintenant, on n'a pas trop de volatilité en ce moment sur les cryptos. On va arriver sur des jours fériés, là, en fin de semaine. Donc on voit que ça se calme pour le moment après une forte volatilité sur les marchés. C'est pas surprenant, hein, c'est assez souvent comme ça, hein, quand on a la tempête qui arrive, souvent on a un petit calme qui arrive ensuite, hein. Le marché peut pas être aussi volatile qu'il y a été, surtout le marché US ces dernières semaines. Donc on a un marché qui est plutôt calme, ce qui nous permet de faire une analyse des altcoins, parce que quand on n'a pas d'opportunité sur BTC Ether, on peut se concentrer bien sûr sur les altcoins, on peut avoir des setups sur des altcoins. Alors on m'a demandé une analyse de SUI. SUI qui est revenu chercher une très bonne zone de localisation. C'est globalement
le précédent ATH de mars 2024, un niveau qu'on a flip en support, on le voit bien ici, hein. On break, on tape le support, on repart, donc on est revenu chercher ce niveau-là. C'est un niveau techniquement qui doit tenir, d'accord, parce que c'est notre précédente zone ici de latéralisation. Ok, alors on a notre value area high qui est plus basse, mais globalement ici on a une grosse structure. On le voit bien, c'est une grosse structure en W. Ça se voit en plus qu'on a été chercher ici. Si je prends les extensions de ce W up à ce niveau-là, on a été chercher 1,118, 100% d'extension. On a même été chercher, je pense, les 2,618. Hop. Ouais, on a bottom au niveau des 218 de Fibo. Donc voilà, les extensions théoriques de ce W ont été respectées. Maintenant on retrace. Par contre, idéalement, qu'on a comme ça latéralisé pendant un moment et qu'on a posé un bottom, hein, ça c'est un W mensuel, donc ça reste une structure assez puissante. On est même presque sur un W trimestriel. Idéalement, on veut pas le réintégrer, parce que si on le réintègre, c'est qu'on a de grandes chances de revenir chercher au moins le milieu de range, la zone là vers les 1,30. Si on commence à s'installer en dessous de ce niveau-là, cette zone là c'est la prochaine target, et si ça ne tient pas, on aura de grandes chances d'aller rechercher ensuite l'extrémité basse. Classique, hein, quand vous avez un range qu'on latéralise entre deux bornes, au moment où on break, si on réintègre, bah vous pouvez chercher comme TP le milieu de range, voire l'extrémité opposée. Maintenant pour le moment c'est un niveau qui tient, donc la zone de localisation, oui, elle est bonne, faut pas se précipiter non plus. Pourquoi? Parce que la trend reste baissière. Et là on le voit bien, clairement la différence sur SUI entre cette dynamique qui est haussière et cette dynamique qui est baissière. Et je vous avais prévenu en plus à ce niveau-là comme quoi SUI partait dans une tendance baissière, et surtout ça devenait surtout une crypto qui était faible. Le nombre de fois où j'ai répété à ce niveau-là, SUI, c'est une crypto qui est forte, il faut faire de la continuation de tendance, c'est une crypto qui performe bien, qui sort du lot, parce que quand le marché prenait plus 5, SUI prenait plus 15, quand le marché prenait moins 5, SUI prenait plus 5, donc elle faisait clairement sa vie. C'était intéressant. On voit bien qu'on avait un 1 heure au-dessus du 4 heures, qu'on a perdu le 1 heure, qu'on est passé sous le 4 heures également, et que SUI a fait office de résistance. Ah là, faut s'adapter et changer de biais rapidement. Faut pas être borné, parce que la personne qui est bornée et qui n'accepte pas que le marché se retourne, et ben ici elle prend un moins 60%. Donc pour le moment, on reste dans une trend qui est baissière. On le voit bien, elle fait toujours office de résistance. Ici, les moyennes mobiles, hein, le tunnel H4, toujours office de résistance. On commence à avoir un affaiblissement. Ça, pareil, on peut le voir de différents moyens. Déjà, on le voit au niveau de la pente du tunnel H4, qui était bien baissé ici, qui commence à être un peu plus plat à ce niveau-là. On peut le voir au niveau des impulsions à la baisse, qui sont beaucoup moins violentes, d'accord? On voit bien ici, on refait un creux plus bas, mais léger. Et si vous avez du mal, vous pouvez mettre ici un MACD, un RSI, peu importe. On voit pareil qu'on a une divergence haussière, une grosse divergence haussière ici. Sur le MACD, des creux de plus en plus haut. Sur le prix, des creux de plus en plus bas. Donc ça, déjà, ok, la localisation, elle est bonne. On est sur un bon niveau de support. On a un affaiblissement des vendeurs. Ce qui nous manque, c'est une inversion de cette structure. C'est-à-dire que là, la trend reste baissière. Les sommets sont toujours de plus en plus bas. Si on commence à structurer ici une pattern de retournement, on a tout simplement une phase de latéralisation qui break par le haut, qu'on pull back la ligne de coup, le niveau de support, et qu'on réagit. Ça, c'est intéressant. Et c'est ce qu'on veut voir globalement. C'est comme ici, on voit bien la différence entre une dynamique baissière, ici, M-top, à ce niveau-là, creux et sommet de plus en plus bas, on le voit bien, et là, inversion de notre dynamique. C'est-à-dire que déjà, on break le précédent sommet, à ce niveau-là, ça nous envoie un signal assez fort, parce que les sommets avant n'étaient pas break, ce sommet-là on le break pas, celui-là non plus, celui-là non plus, celui-là non plus, celui-là non plus, hop, lui on le break. Donc déjà, un propre signal, très bien, les acheteurs poussent. Et là on voit que c'est des creux qui sont maintenus. Et là, cette fois-ci, on fait des creux et des sommets de plus en plus haut. Et ben ici, on voudrait voir la même chose. Déjà, avoir un signal de break un précédent sommet, d'accord? Parce que pareil, les précédents sommets ici, on voit qu'ils sont absolument pas break. Et ouais, maintenir des creux et des sommets de plus en plus haut. C'est ce qui nous manque sur SUI, selon moi, sur du moyen long terme pour pourquoi pas se positionner. Donc dans ce cas-là, vaut mieux patienter. Quitte à rentrer légèrement plus haut, mais avoir plus de chances d'être dans le sens de la tendance. Pour le moment, on reste dans une trend qui est baissière. On m'a demandé une analyse de SEI. SEI, j'en avais fait une il y a pas très longtemps. Globalement, c'est toujours aussi moche. Et pour moi, faut patienter. Pourquoi? Parce qu'on a perdu un gros niveau de support là, le niveau des 22-25 centimes de dollars. Un niveau très très intéressant vu qu'on était dans un range, on faisait ici du ping-pong
entre deux bornes, on a perdu ce niveau-là. C'est pas pour ça que c'est la fin, que ça y est, on va spécialement prendre un moins 90%, mais ça nous montre déjà que ce niveau n'a pas été défendu par les acheteurs, enfin, si légèrement, mais on n'a pas réussi à poser une structure de retournement comme on a réussi à en poser une à ce niveau-là. Donc on a des vendeurs qui ont été bien présents, maintenant on évolue sous ce niveau-là. Ici, dites-vous, tous les acheteurs qui sont rentrés là et qui sont toujours en position, ils ont la tête sous l'eau. Et ça, c'est des potentiels futurs vendeurs. C'est même pas des potentiels, c'est des futurs vendeurs. Maintenant, la question, c'est quand est-ce qu'ils vont vendre. Des fois, si on revient chercher des pressants de niveau qui peuvent les mettre à break-even, c'est-à-dire qu'ils sortent sans perte, ils peuvent clôturer leur position, et c'est comme ça souvent qu'on flippe des niveaux de support en résistance. Tous les acheteurs qui sont rentrés ici, qui actuellement ont la tête sous l'eau, si on leur propose de ressortir à break-even, ils peuvent clôturer leur position, et un acheteur qui clôture sa position, c'est un vendeur. Maintenant, pour moi, il y a plusieurs manières, soit on a une réintégration, et on a un niveau qui tient, donc globalement faire quelque chose comme ça, par exemple break un pressant sommet, avoir une bonne réaction acheteuse, pullback, maintenir, ça peut être déjà un signal intéressant, soit on pose une pattern plus basse, c'est-à-dire une structure en W, avec une faible volatilité, un désintéressement d'une crypto en général, c'est là où on a les meilleures opportunités, mais là actuellement, moi je vois pas de setup, je vois pas du tout de setup long terme qui s'enclenche. On voit bien, trend qui est baissière, sommet pareil de plus en plus bas, les sommets sont maintenus, c'est-à-dire qu'on ne casse aucun pressant sommet, hop si j'arrive à les dessiner, voilà, on le voit bien, tous les pressants sommets ici sont maintenus, et surtout, ce qui lead la tendance, comme à chaque fois qu'on a une tendance moyen terme, c'est le tunnel H4. On voit bien que pour le moment, ce tunnel H4 fait office de résistance. Et tant qu'il tient, vaut mieux chercher des shorts à l'intérieur de ce tunnel H4. Oui, on a un affaiblissement du momentum du côté des vendeurs, ça se voit à nouveau parce que les impulsions baissières sont beaucoup moins importantes, d'accord? Si je mets un indicateur de momentum, on va le voir. On pousse ici à la divergence haussière. Maintenant, on n'a pas de signaux de reprise pour le moment. Stay, ça c'est bon. Tao, hop, je vais prendre Mexé, tac, supprimer, parfait. Tao, on est sur une très bonne zone de localisation. Pourquoi? Parce que globalement, sur Tao, on est dans un range, d'accord? On le voit bien, une extrémité basse vers les 200, une extrémité haute vers les 700, et pour le moment, à chaque fois qu'on est revenu chercher cette extrémité basse, on a eu une bonne réaction acheteuse. Pour le moment, on est sur une très très bonne zone de localisation. Donc par exemple, comparé à Sei, où lui, son niveau de support, on la break, ici sur Tao, on est sur une zone où on va chercher des achats. Maintenant, pareil, pas n'importe comment. Ici, on voit bien que on reste également dans une trend qui est baissière. Je peux mettre des moyennes mobiles, tunnel 4 heures qui fait office de résistance, les moyennes mobiles s'orientent à la baisse, sinon théorie de dos, on cherche les sommets et on regarde comment ils sont. Là, les sommets sont clairement de plus en plus bas. Donc la zone est très bonne sur Tao, ce qui nous manque pareil, c'est une réaction acheteuse. Parce que pareil, on a un affaiblissement du momentum. On voit bien sur le MACD, que je me mets en daily, je me mets en 3 jours, voilà, on voit bien, on pousse à la divergence haussière, comme on avait ici. Vous voyez là, on poussait également à la divergence haussière, pareil. Par contre, ce qui nous manquait ici, c'est la pattern de retournement. Vous voyez, ça c'est une réaction acheteuse. Le ravalement haussier en 3 jours, c'est une réaction acheteuse. Cette grosse pattern, c'est également une réaction acheteuse. Plusieurs types de réactions acheteuses. Après, à vous de choisir la réaction qui vous faut en fonction de votre manière de trader, de votre profil, etc. Vous voyez, ce ravalement haussier là, c'est une réaction acheteuse. Maintenant, c'est une réaction acheteuse qui ne nous inverse pas notre dynamique, mais ça peut être un bottom. Ici, si je me mets en replay, ça c'est une réaction acheteuse. On a ici un ravalement. Maintenant, est-ce qu'à ce moment-là, on sait si ça va nous poser un bottom? Non. Et c'est des probabilités qui sont associées à une gestion de risque. On peut prendre le risque de se positionner à ce niveau-là en se disant c'est un bottom, mais on n'en est pas sûr. C'est pour ça qu'on a une gestion de risque. Maintenant, si vous voulez avoir plus de conviction, moi ce que je vais vous recommander, ce que je vous conseille, c'est pas un conseil en investissement, mais c'est en général ce que je conseille d'un point de vue technique, c'est d'attendre d'avoir un bottom qui se dessine, c'est-à-dire soit break déjà un pressant sommet, comme ça, soit avoir ici une pattern de retournement, comme on a eu ici. Vous voyez, des sommets de plus en plus bas, jusqu'à arriver à un stade où on fait ici des sommets et des creux de plus en plus haut. On break ce niveau-là. Si on a ça, on aura une bonne réaction acheteuse, et dans ce cas-là, on pourrait revisiter le milieu de range, globalement les 450 $, c'est un bon niveau, et ensuite on aura les 700 $. Voilà sur Tao, et je vais terminer sur Render. Hop. Render, ouais, c'est un peu comme Sei, sauf que lui, il a carrément pullback son niveau de support. On le voit bien ici, tac, hop. Render qui était dans un Render très très bonne crypto 2023-2024 pour faire de la trend following, pour la continuation de tendance. Et on voit bien ici l'inversion de notre dynamique avec cette pattern de retournement. On le voit bien ici, le M-top, qui se traduit par tout simplement les creux des sommets de plus en plus bas.
ici, le break, là on rentre dans une plus grosse zone de latéralisation, on perd ce niveau-là, niveau des 4,5 $. Pour le moment, c'est un niveau de polarité. Globalement, vous pouvez vous dire que tant qu'on ne reclaime pas ce niveau-là, on reste dans une trend qui est baissière, on a cassé une grosse structure et Render ne repartira pas faire un nouvel attache aussi rapidement. Ça, c'est un niveau clé. Le fait de casser ce niveau-là, pour moi, ça nous amène à avoir une plus grande phase de consolidation. Ça peut être ici, ça peut être plus bas. Mais là, c'est compliqué de se positionner, surtout vous positionnez sur résistance. Parce que ce niveau-là fait maintenant office de résistance. On voit bien qu'on la break. On a tenté de le réintégrer ici. Il y a eu un échec avec un rejet vendeur. On voit bien que c'est un niveau clé. Si je mets pareil un volume profile, bah voilà, c'est notre value area low, d'accord? Donc automatiquement, quand on sort d'une phase de latéralisation de cette manière-là, le pullback, bah on flippe ce niveau de support en résistance. Donc sur Render, pareil, plusieurs manières de se positionner, soit attendre une réintégration, idéalement, repasser au-dessus des 5 $ et avoir de l'acceptation. C'est-à-dire qu'on veut que ce niveau tienne, ça peut être une bonne zone pour du coup chercher des longues avec un TP partiel vers les 7-8 $, milieu de range, et ensuite l'extrémité haute. Vous pouvez mettre un volume profile pour vous aider. Voilà, donc 7,5 et l'extrémité haute vers les 10 $. En plus, chiffre rond psychologique, c'est parfait. Soit on rejette, on continue à glisser plus bas, et là, ce qu'il faudra attendre, c'est une pattern de retournement, comme on a eu ici. Vous voyez, une phase de latéralisation qui va durer sûrement plusieurs mois. On break par le haut, on pull back au niveau de la ligne de coup. Ça peut être un signal assez intéressant. Parce que là, si je trace un Fibo, on a retracé déjà jusqu'à où? Ouais, on est au niveau des 0,786. Vous voyez, si on fait un bottom comme ça sur les 0,886, ça reste une entrée très intéressante. Donc ouais, moi pour le moment, vous voyez là, il y a une différence de chart entre par exemple Render, Sei qui cassent globalement leur range, et pour moi on attend soit de reclaim, soit de proposer des patterns de retournement plus bas, et Tao ou Sui qui sont sur des niveaux de support, mais qu'on attend eux par contre à nouveau une réaction acheteuse. Voilà, vous avez mon analyse sur ces cryptos-là. Bien sûr, comme d'habitude, on fera un suivi demain en fonction de comment évolue Bitcoin. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez un suivi en temps réel, si vous avez des questions. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de souci. Restez prudent dans un marché avec peu de volatilité et pas mal d'incertitudes, même s'il peut y avoir des opportunités sur l'intraday. En tout cas, moi, c'est ce que je surveille en ce moment. Sur du swing, le marché n'est pas facile à trader au vu de comment il se comporte. Pas assez de volatilité, surtout dans une zone plutôt compliquée. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.